13 h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. La 7e édition de l'opération dénommée Vacances sécurisées a été lancée sous la présidence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les forces de sécurité mobilisées, 1639 policiers et gendarmes veilleront à ce que ces vacances soient sécurisées. Leur mission, assurer le maintien de l'ordre et veiller au grain. La direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement technique et professionnel a proclamé ce samedi 16 juillet 2022 les résultats des examens du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet de technicien, du brevet professionnel. 11 162 candidats ont été déclarés admis, soit un pourcentage de 41,76% contre 65,53% à la session 2021. Au Mali, dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 juillet, au moins 6 civils et membres des forces de sécurité ont été tués au cours d'une attaque menée contre un poste des forces de sécurité situé à une cinquantaine de kilomètres de Bamako sur l'axe qui mène vers la ville de Ségou. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Sachez que le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, est en Côte d'Ivoire. Il a été reçu ce samedi par le président de la République, Alassane Ouattara. La rencontre qui s'est déroulée à la résidence du chef de l'État à la Riviera Golfe a certainement porté sur le renforcement de la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. 24 heures avant de rencontrer le président Alassane Ouattara, Sébastien Lecornu était à Niamey, la capitale nigérienne, où il a été reçu par le président du Niger, Mohamed Bazoum. C'est la période des vacances, moment propice à certains laissés-aller ou encore à certaines dérives observées sur le plan sécuritaire. Pour vous permettre de passer des vacances sécurisées, 1639 agents de police et de gendarmerie sont mobilisés. Cette initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité s'inscrit dans le cadre de la 7e édition de l'opération Vacances sécurisées. Le top départ de cette opération a eu lieu hier vendredi dans la commune de Port-Bouët. Patricia Mouetia. Les vacances sont une période de forte affluence aussi bien dans les zones urbaines que rurales. Un moment assez particulier au niveau sécuritaire en raison des déplacements des populations. C'est en cela que l'opération Vacances sécurisées a été lancée. Cette 7e édition consiste à quadriller les secteurs criminogènes de toutes les villes à travers le renforcement spécifique de démantèlement des gares anarchiques et du trafic illicite des stupéfiants et des drogues. À cet effet, la saisie de chicha, de psychotropes et de bonbonnes de gaz à inhaler a été présentée dans le but de sensibiliser les populations. L'opération Vacances sécurisées 7 prend en compte l'ensemble des opérations de sécurité publique, de renseignement, de protection et de surveillance des frontières. Ces opérations ont pour objectif de permettre aux populations de passer de très bonnes vacances. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cette opération vise plusieurs objectifs, notamment la protection des personnes et des biens, la lutte contre la criminalité, la lutte contre le trafic de drogue. Il est bon de citer que 1235 fumoirs ont été visités et détruits. 6511 personnes ont été interpellées dans les fumoirs, dont 3484 ont été déférés. 33 931 personnes ont été raflées. La saisie d'une importante quantité de drogue, tant à Abidjan qu'à San Pedro. Cette opération a aussi permis d'interpeller plusieurs personnes qui sont actuellement déférées devant les juridictions. La valeur marchande de cette saisie record de drogue est estimée à plus de 41 milliards de francs CFA. Pour rappel, l'opération Épervier 6, lancée l'année dernière, a mobilisé plus de 2000 forces de défense et de sécurité. Cette année, 1639 forces de défense et de sécurité vont investir le territoire national et parcourir toutes les artères de la commune organisées en plusieurs patrouilles. Direction l'école de gendarmerie d'Abidjan. Hier vendredi, le général de division à la retraite, Grégoire Touvoli-Bizogo, décédé le 2 mai dernier, a reçu les derniers hommages militaires, des honneurs militaires qui lui ont été rendus par ses frères d'armes en service comme à la retraite. Tous se sont inclinés devant la dépouille de l'ancien général, en signe de l'admiration qu'il lui portait. À cette cérémonie militaire d'adieu, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, qui représentait pour l'occasion le ministre de la Défense, Téné Birima Ouattara, a décoré à titre posthume l'ex-commandant supérieur de la gendarmerie. Il sera inhumé ce week-end dans son village, dans le département de Saint-Fra.
Walter Amadou Ouattara. La sonnerie aux morts plante ainsi le cadre de ce rassemblement à l'école de la gendarmerie nationale d'Abidjan. Ce sont les honneurs funèbres militaires au général à la retraite Grégoire Touvolibi Zobo. Chef de corps exemplaire, il avait une immense connaissance du métier de gendarme territorial. Chaque fois que j'étais confronté à une difficulté dans l'exécution du service et que je lui exposais la situation pour obtenir en retour la conduite à tenir, c'est de façon spontanée, sans effort aucun, qu'il me renvoyait avec une précision d'horloge suisse à la partie des dossiers permanents ou du mémento du gendarme qui traitait de ces questions qui me bloquaient. Il restera de toi le haut niveau de compétences, de probité et de professionnalisme que tu nous laisses en héritage. Adieu mon général. Le général de division Grégoire Touvolibi Zobo a occupé de 2000 à 2005 les fonctions de commandant supérieur de la gendarmerie. Pour le général de corps d'armée, Alexandre Palo-Touré, actuel occupant de ce poste, c'est une grande perte. Le général de division Touvolibi Zobo Grégoire est né le 1er janvier 1946 à Manoufla, dans la sous-préfecture de Saint-Fra. Il intègre les rangs de la gendarmerie nationale en 1965 en qualité d'élève sous-officier. Ses qualités professionnelles lui permettent en 1972 de rejoindre la prestigieuse école française de Melun. Avant de vous adresser nos adieux, je voudrais vous rassurer, mon général, que vous avez vécu utile. Représentant Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, Wagondo Diomandé, a distingué à titre posthume l'ex-commandant supérieur de la gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a posé la médaille de la gendarmerie échelon or sur le cercueil aux couleurs nationales. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, en souvenir des services rendus à la nation par feu le général de division Touvolibi Zobo Grégoire. Nous vous remettons le drapeau, symbole de l'État. Départ de la dépouille pour le département de Saint-Fra, où sera porté en terre dans son village l'ex-général de division Grégoire Touvolibi Zobo, qui quitte le monde des vivants à l'âge de 76 ans. Repos à l'âme du disparu. Tout autre chose à présent, le renouvellement du pacte de confiance signé en 2017 entre gouvernement et syndicats pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État est en bonne voie. Les accords précédents obtenus arrivent à échéance dans un mois en vue d'échanger sur les nouvelles dispositions devant aboutir à la signature de la nouvelle trêve sociale. Gouvernement et syndicats se sont retrouvés à plusieurs reprises sur initiative de la ministre de la fonction publique. Le point avec Grace Kando. 17 août 2017, gouvernement et organisations syndicales de fonctionnaires et agents de l'État signent 2 protocoles d'accord. Leur mise en œuvre coûte plus de 327 milliards de francs CFA. L'un porte sur les revendications et l'autre sur une trêve sociale de 5 ans. Il y a eu la paix, on va au travail, on va toujours vraiment à nos occupations quotidiennes, nos enfants vont à l'école, il n'y a pas vraiment de mouvement de grève. Je suis très content de pour cela. Je veux que vraiment ça puisse continuer vraiment dans ce sens-là, que vraiment la paix soit. Depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara, nous avons constaté que véritablement les lignes rouges, pour nous c'est bon, car cela aussi permet de garantir la paix sociale et le bien-être des travailleurs de Côte d'Ivoire. S'agissant des revendications de 2017, sur les 9 points, 5 ont été entièrement satisfaits. Notamment le stock des arriérés qui s'élevait à plus de 249 milliards de francs CFA, dont les 2 tiers ont été déjà apurés et le tiers restant, soit plus de 54 milliards, seront liquidés d'ici à 2026 à la grande joie des bénéficiaires. SDA, ce sont les arriérés qu'on avait sur l'État. Donc ils ont payé pour chaque fonctionnaire. Même ceux qui sont partis à la retraite, alors
En fin de compte, alors, ils ont fait le cumul et puis ils ont donné. Voilà. Moi, j'ai reçu pour moi. Ça a décanté certaines situations. Des engagements honorés grâce au climat social apaisé qui a prévalu. La fin de cette période d'accalmie expire dans quelques semaines. Le gouvernement anticipe. La ministre de la fonction publique et le ministre de l'Emploi et de la protection sociale passent en revue les accords. Depuis quelques mois, tous les acteurs se retrouvent à la table de discussion. Il ne faut pas changer ce qui nous permet de gagner. Et ce qui nous a permis de gagner ensemble la paix, la quiétude sociale de façon globale, c'est le dialogue. Aujourd'hui, nous sommes heureux, et syndicats, et gouvernements, et travailleurs du secteur du public. Nous sommes heureux parce que, de part et d'autre, nous nous sommes rendus compte que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Quand le pays est en paix, le gouvernement, avec sérénité, fait avancer son programme et donne des résultats aux Ivoiriens. Un processus marqué entre autres par une rencontre entre le comité interministériel et les organisations syndicales et la remise des actes au Premier ministre. Un bilan qui prend en compte la trêve sociale de 2017 et présente la matrice des revendications nouvelles. Nous avons souhaité qu'il puisse avoir un nouveau statut, étant entendu que celui de 1992 a quand même fait plus de 30 ans. Nous devons noter que l'indice référentiel de base, qui est de 233,45, est resté stationnaire. La revalorisation de l'indice référentiel de base, mais qui est en relation avec les minima catégoriels au niveau des grilles salariales, pour qu'il y ait une cohérence et une harmonie, surtout dans le cadre de la promotion. Il faudrait que lorsque nous fassions des concours et qu'il y a promotion, il y a effectivement une revalorisation substantielle. Un processus qui suscite beaucoup d'espoir au niveau des organisations syndicales. Nous sommes engagés en tant que plateforme initiateur de la grève de 2017 et acteur principal des négociations aujourd'hui pour qu'on aboutisse à un accord gagnant-gagnant encore qui permette aux fonctionnaires de voir leurs conditions s'améliorer. C'est important pour la première fois dans l'histoire de notre pays que les syndicats de base, les fêtières de base se sentent concernés, écoutés. Et nous pensons que l'espoir est permis et qu'au bout de ce processus, nous aurons une amélioration de nos conditions de travail et que la paix sociale, élément essentiel pour l'amélioration économique de notre pays, soit maintenue. Les différentes rencontres entre gouvernement et syndicats se déroulent dans une ambiance conviviale. J'ai vu des syndicalistes vraiment engagés aux côtés de l'État pour faire avancer les choses. Je voudrais saluer vraiment l'ambiance de mobilisation, l'ambiance fraternelle qui vraiment ont présidé à ces rencontres-là. Ce cadre de travail très apaisé avec des syndicalistes qui sont venus avec des propositions concrètes. Je pense que les prochains jours vont nous permettre d'aller de l'avant et finaliser l'ensemble des préoccupations soulevées pour que nous puissions travailler sereinement pour le développement de notre pays. Un cap de dialogue à maintenir au sein des deux entités pour garantir un climat social apaisé au dire des parties prenantes. C'est un dialogue social qui doit être permanent. C'est un dialogue social qui doit faire partie du quotidien du monde syndical. Des responsables ministériels que nous sommes, au sein de nos ministères, nous devons dorénavant vivre avec le dialogue social. Les acquis de la trêve sociale 2017-2022, gouvernement et syndicats s'engagent à les préserver à travers un esprit de dialogue social qui permet à toutes les parties de se pencher sur les différents points en vue de la signature de la nouvelle trêve. Dans les meilleurs délais, les Ivoiriens seront heureux de savoir qu'ils ont des syndicats responsables, qu'ils ont un gouvernement responsable, capable de s'asseoir autour d'une table et de s'accorder à nouveau sur les 5 années à venir. C'est cela que nous devons espérer. Le 17 août 2022 marque officiellement la fin de la trêve sociale de 2017. Le pacte de confiance devrait être renouvelé dans les prochaines semaines pour garantir la paix sociale. Trêve sociale vers un nouveau pacte de confiance, gouvernement, syndicat, un sujet signé Grace Kando, à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 15 juillet 2022 104 nouveaux cas de Covid-19 sur 1135 échantillons prélevés, soit 9,2% de cas positifs, 56 guéris et 0 décès. À la date du 15 juillet 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 84 451 cas confirmés, dont 83 315 personnes guéries, 806 décès et 330 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 564 701 le 14 juillet 2022. 3 972 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 14 952 676 doses du 1er mars 2021 au 14 juillet 2022. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite donc toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et on continue de parler de santé. La jeune chambre Abidjan Prestige a organisé il y a quelques jours une campagne de don de sang et de dépistage de la drépanocytose. Cette campagne de don de sang, qui a eu lieu à l'amphithéâtre du district de l'université Houphouët-Boigny, vise de contribuer à recueillir des poches de sang, cela en vue d'aider à sauver des vies. Asto Touré. Les services de santé de Côte d'Ivoire ont besoin de sang pour venir en aide aux personnes accidentées ou autres patients dans le besoin. La Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige s'engage donc à soutenir le Centre national de transfusion sanguine à travers une campagne de don de sang et de dépistage de la drépanocytose. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de la drépanocytose varie entre 14 et 18% selon les régions, avec une prédominance dans la partie nord-est. Face à ces situations alarmantes, la JCI organise sa deuxième édition du projet européen avec la drépanocytose. Projet qui s'inscrit dans le cadre de l'objectif de développement qui permet à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge. La drépanocytose est une maladie génétique qui affecte les globules rouges, responsables du transport de l'oxygène dans le sang. Cette maladie génétique très répandue se manifeste notamment par une anémie et des crises douloureuses. Une campagne initiée par la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige permettra à la population de se faire dépister gratuitement. Nous utilisons ici en ce moment sur place, c'est un test rapide qu'on appelle Hémotype SC. Et on prend le sang capillaire, c'est-à-dire au bout du doigt de la personne, et nous allons diluer grâce à l'eau physiologique. En fonction de ça, les traits qui vont apparaître sur la bandelette, on pourra définir si la personne est drépanocytaire ou pas juste le trait drépanocytaire ou n'a même pas de trait drépanocytaire. Les riverains de la commune de Cocody ont répondu massivement à cet appel. En réalité, je suis donneur depuis longtemps et ma motivation supplémentaire a été le fait que je suis moi-même drépano, mais AS. Voilà, donc j'ai voulu pour cette fois-ci vraiment venir symboliquement soutenir tous ceux qui sont drépano. Rappelons que la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est célébrée tous les 19 juin dans le monde. Dans l'élaboration des modèles de construction et plans d'urbanisme des infrastructures socio-économiques, il faut tenir compte des personnes présentant un handicap. Cette prise en compte leur facilitera l'accès à ces infrastructures. C'est le plaidoyer formulé par l'ONG Handicap Espoir à l'endroit des autorités de toute autre partie engagées dans le secteur de la construction de l'immobilier. Ce plaidoyer était au cœur d'un panel qu'a suivi pour vous Khalil Diomandé et Godefroy Kambawa. Nous, on prend les escaliers, il y a certaines personnes qui ne font pas attention forcément à nous et qui nous bousculent. Moi, ça m'est arrivé à 2 reprises où monter les escaliers au niveau du palais de la culture. Il y a quelqu'un qui m'a taponné derrière, puis ma canne a glissé, je suis tombé. On a des églises maintenant qui, en Côte d'Ivoire, existent sans commodité pour recevoir les personnes handicapées. On a des mosquées qui existent sans rien prévoir pour les personnes handicapées. Face à ce tableau peu reluisant, ministère de la Construction, urbanistes, architectes et experts en bâtiment sont réunis à l'initiative de l'ONG Handicap Espoir. Il s'agit pour eux de plancher sur la question de l'accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures socio-économiques. Je crois en l'impact d'un tel panel parce que ce panel-là permet aux spécialistes de se rendre compte qu'une frange de la population effectivement est là et qu'on doit en parler. Et en parlant, chacun se rend compte des insuffisances. Il y a aussi ceux qui ne voient pas, il y a aussi ceux qui n'entendent pas. Il y a plusieurs types de handicaps. Et donc, au moment où on construit les routes, au moment où on construit les bâtiments, on doit savoir qu'il y a une frange de la population qu'on doit prendre systématiquement en compte. À l'issue de ce panel, nous souhaiterons
que les mentalités changent. Vous voyez, la canne arrive à grands pas. Nous voulons que les infrastructures qui sortent des terres aujourd'hui soient vraiment accessibles à tous. Selon les autorités compétentes, depuis quelques années, des actions sont menées par l'État de Côte d'Ivoire pour faciliter l'accès des handicapés aux infrastructures socio-économiques. En 2019, la loi portant code de la construction et de l'habitat a été adoptée. Quand on construit un bâtiment, il faut prendre les dispositions pour les personnes en situation de handicap. Au niveau de ceux qui ne respectent pas la réglementation, il y a des démolitions partielles ou totales, il y a des amendes administratives. Et là-dessus, nous ne transigeons pas, nous sommes très rigoureux, nous avons pris nos responsabilités. À l'issue de ce cadre de réflexion, les parties prenantes entendent faire des recommandations aux autorités gouvernementales en vue d'améliorer les conditions des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Un reportage de Khalid Djemondé commenté pour vous par Godefroy Camboa. Regardons à présent cette journée des stages et d'insertion professionnelle ouverte à l'intention des jeunes diplômés à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une initiative de l'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur et de la direction de l'enseignement supérieur. En quoi consiste cette initiative? Les précisions de Sephora Zeki. Nous sommes à la 2e édition de la journée annuelle des stages et de l'insertion professionnelle. À travers cette action, l'OIPDES, l'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur, veut adresser la problématique de l'emploi des jeunes en créant un cadre d'échange entre les acteurs. En décidant d'organiser cette journée, l'OIPDES compte aussi sensibiliser et informer les étudiants sur l'existence des cellules d'insertion professionnelle et les guichets emploi dans les universités. Nous invitons donc les étudiants à se rapprocher de ces structures pour faciliter leur mise en stage et leur insertion professionnelle. Le défi majeur reste l'inadéquation formation-emploi. La question de l'insertion des jeunes étant une préoccupation pour le gouvernement, des mécanismes sont mis sur pied. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a récemment lancé 2 importants répertoires. Le premier répertoire concerne les mesures incitatives à la création et au maintien des emplois. Ce guide contient une vingtaine de mesures d'ordre réglementaire, fiscal et administratif pour améliorer l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en prenant part à ces échanges, est venu apporter la contribution du gouvernement à travers des réformes qui seront opérées dans l'enseignement supérieur. Nous allons faire en sorte qu'il y ait au niveau de nos curricula, qu'il y ait de l'actualisation. Et de la même façon, nous allons réformer le BTS, faire en sorte que les filières qui ne sont pas porteuses d'emploi soient supprimées et que les filières porteuses d'emploi qui vont rester, qui vont demeurer, qu'au niveau de ces filières-là, donc, il y ait une actualisation des curricula. En attendant que les défaillances du système soient corrigées, les jeunes diplômés sont invités à se rendre dans les locaux de la Direction générale de l'emploi ou auprès des guichets emploi créés dans les universités de Côte d'Ivoire. Et nous le disions à l'instant dans les titres, la direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement technique et professionnel a proclamé ce samedi 16 juillet 2022 les résultats des examens du certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, du brevet d'études professionnelles BEP, du brevet de technicien BT, du brevet professionnel BP. À 26 850 candidats étaient en lice pour ces examens 2022 dans l'enseignement professionnel. 11 162 candidats ont été déclarés admis, soit un pourcentage de 41,76% contre 65,53% à la session 2021. Nous y reviendrons à la grande édition de 20h. Les étudiants de la 40e promotion du CAFOP de Yamoussoukro ont effectué leur sortie. C'était en présence de leur marraine, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Elle a invité ses filleuls à la rigueur dans le travail. La fête a été l'occasion pour les responsables du CAFOP de Yamoussoukro de faire un plaidoyer pour la réhabilitation de cette école qui souffle sa 43e bougie. Revivons ces moments de joie avec Ader Sogotogo. 5 sur 5 pour les 555 élèves maîtres du CAFOP de Yamoussoukro. Ils sont désormais aptes à servir l'État de Côte d'Ivoire en dispensant le savoir dans les classes primaires. Ils sont tout heureux de recevoir leur baptême par la première responsable de l'école en Côte d'Ivoire, Mariatou Koné. La 40e promotion du CAFOP de Yamoussoukro a pour devise égalité, discipline, travail. Je voudrais, au nom de tous mes condisciples de la 40e promotion,
prendre l'engagement d'être des enseignants responsables, capables de servir à tous les postes. Construit en 1979, le CAFOP de Yamoussoukro a reçu ses premiers pensionnaires au cours de l'année scolaire 1980-1981. Une visite guidée a permis de mesurer l'état de dégradation du CAFOP. Un plaidoyer bien fondé. Nombreux sont les bâtiments dans un état de vétusté très avancé. Sur 450 chambres, à peine 217 sont fonctionnels. Que d'obstacles franchis. Une cure de jouvence à travers une réhabilitation est souhaitée, Madame la marraine. Tout en invitant ses filles à la rigueur professionnelle, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, mettra tout en œuvre pour le renouveau de ce CAFOP. Je prends l'engagement devant la nation que la réhabilitation du CAFOP de Yamoussoukro sera effective. Si vous êtes bien formé, si vous êtes dans un meilleur cadre de travail, cela va se ressentir avec le travail que vous allez faire quand vous allez sortir d'ici. La 40e promotion sortante a passé le flambeau à ses cadets de la 41e. Les meilleurs acteurs ont quant à eux été récompensés. Offrir aux jeunes des méthodes pour obtenir des résultats probants dans leurs études et les aider à s'insérer dans le monde socio-professionnel. Voici ce que propose l'ouvrage dénommé « Les secrets pour réussir à l'école et vaincre le chômage » de l'auteur dans Immaculée. L'ouvrage a été présenté aux élèves du lycée municipal d'Atécoubé et à l'occasion de cette présentation, 300 exemplaires de l'œuvre ont été gratuitement offerts aux élèves de cette école. Khalil Diomondé et Godefroy Okambawa nous en parlent. Inculquer aux élèves l'ardeur au travail et la discipline, c'est toute l'essence des 78 pages du nouvel ouvrage de Dan Immaculée intitulé « Le secret pour réussir à l'école et vaincre le chômage ». Au lycée municipal d'Atécoubé, elle partage aux élèves les stratégies pour réaliser les meilleures performances dans leurs études. Mon objectif, c'est aider la jeunesse à améliorer son niveau de langue, à améliorer son niveau de culture générale. Le premier secret pour réussir à l'école, c'est anticiper sur la rentrée scolaire prochaine. Vous imprégnez des cours de la rentrée prochaine, dès les vacances. Cherchez 1, 2, 3 mots dans un dictionnaire par jour. Au bout de quelques années, vous devenez des hommes de lettres. Pour matérialiser sa volonté d'améliorer le système éducatif en Côte d'Ivoire, l'auteur offre 300 exemplaires de l'œuvre aux élèves. Ils viennent à point nommé selon les bénéficiaires. Ces ouvrages permettront davantage de comprendre la vie et de prendre courage pour que l'examen final, nous soyons toujours des vainqueurs. Le message que je veux faire passer à tous les élèves, c'est vraiment beaucoup lire et aussi avoir un dictionnaire, car c'est vraiment très important la lecture. Offrir un livre à un élève, c'est lui donner la clé du monde. Cette initiative est louable. Cela va apporter un plus dans leur niveau de langue. Les élèves pourront mieux rédiger leurs devoirs. Après l'étape du lycée municipal d'Atécoubé, Dan Immaculée envisage sillonner avec son œuvre les villes de Kong, d'Anané et d'Ivo dans les jours à venir, afin d'éveiller plus de conscience et permettre à un grand nombre d'élèves de réussir leur année scolaire. Et dans le fil de l'actualité, le nouveau président de la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, Michel Koblavidibi, veut créer dans les 3 années à venir plus de 16 000 hectares de nouvelles plantations d'EVA respectueuses de l'environnement. Il a fait cette annonce lors de sa prise de fonction. C'était en présence des représentants des organisations de la communauté véhicole, notamment l'Association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, la Promac. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale au Mali, dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 juillet, moins 6 civils et membres des corps habillés ont été tués au cours d'une attaque menée contre un poste des forces de sécurité du Mali situé à une 50aine de kilomètres de Bamako sur l'axe qui mène vers la ville de Ségou. On compte également des blessés suite à cette attaque. Les postes de sécurité des forces armées maliennes, les FAMA, notons-le, sont régulièrement la cible d'attaque des groupes armés. Et toujours dans l'actualité internationale concernant le conflit israélo-palestinien, 4 roquettes ont été tirées en 2 salves à partir de la bande de Gaza. L'une d'elles qui visait la ville côtière d'Ashkelon a envoyé ses habitants dans les abris en pleine nuit. Et ce qu'il faut également retenir concernant cette actualité, c'est que les autres roquettes ont atterri dans des zones non habitées sans causer de dommages. Après ces tirs de roquettes, bien sûr, lancés depuis Gaza, l'armée israélienne a mené très tôt ce matin, ce samedi donc, des frappes
frappe sur des positions du mouvement palestinien Hamas. Voilà qui marque donc la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.